Ok, on y va. On va reprendre la définition parce que je vais parler de certains paramètres. Donc, on commence. Après, tu fais la lecture de la définition. Définition. Oui. Un stock est une réserve constituée en vue d'une utilisation future. Ok. Gérer un stock, c'est définir les règles de réapprovisionnement de sorte que le coût de gestion soit minimal. Donc, comme je le disais tantôt, ici, il s'agit d'optimiser le coût de la gestion du stock. Ensuite, Une bonne gestion nécessite une bonne prévision de la demande et la recherche d'un approvisionnement optimal. d'accord. Il existe plusieurs modèles de gestion de stock. Ok. Nous allons présenter dans ce chapitre celui de Wilson en avenir certain. Ok. Donc, on retient qu'en ce qui concerne les classes de deuxième année BTS, toutes classes confondues qui font ce chapitre, on voit que la méthode, le modèle de Wilson en a béni certain. Bien, 1.2. 1.2. Oui. Paramètres de gestion des stocks. Ok, je viens d'avoir avant de continuer. Ici, on va parler des paramètres de gestion de stock. Ce que vous devez retenir sur ce chapitre, il est très simple. Cependant, il y a beaucoup de formules. Là, donc, il faut bosser clairement ces formules pour ne pas se mélanger. Si vous savez bosser les formules de façon correcte, vous allez réussir à vous en sortir sans difficulté. Sinon, il y a beaucoup de formules. Donc, ici, au niveau du 1.2, on va définir les paramètres qu'on utilise dans ce chapitre, qui est la gestion des stocks. On va commencer avec le premier paramètre. Oui. Paramètres de gestion des stocks. Oui. La période de réapprovisionnement, noté grand T. Okay. Donc, le premier paramètre ici qu'on nous sommes en train de voir, c'est la période de réapprovisionnement qui est notée grand P. C'est la durée qui sépare deux approvisionnements consécutifs. Okay. C'est bon, hein, ça c'est noté. Ensuite, la durée de gestion du stock, noté delta. Non, θ. Okay, donc ici, tu marques un arrêt. C'est bon? Et le deuxième paramètre, c'est la durée de gestion du stock. J'ai noté θ. Le troisième paramètre, c'est délai de réapprovisionnement. oui. C'est DL. Oui, ou délai de livraison, on va noter ça petit d, L. Vous pouvez mettre devant, hein, vous pouvez compléter si on n'a pas mis. Oui. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour tout le monde. Le stock de sécurité, qui est un stock constitué pour faire face aux aléas de la commande, et du stock moyen, qui est la moyenne arithmétique du stock initial et du stock final. C'est bon? Donc, en termes de nom, si vous voulez, on pourra parler de Monsieur Assaï. Oui, monsieur. Oui, Diané. Nous étions au niveau du stock le niveau de stock. On a dit que c'est constitué de quoi? Du stock de sécurité et du stock moyen. Ensuite, nous avons le stock de réapprovisionnement. ok. C'est le niveau de stock qui entraîne le déclenchement d'une commande. Ok, on dit c'est le niveau de stock qui entraîne quoi? Le déclenchement d'une commande. Ok, SBA, c'est important parce qu'on va noter, on dit c'est le niveau de stock qui entraîne le déclenchement d'une commande. Ça veut dire quoi concrètement? Kofi, tu peux m'expliquer? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est le niveau du stock, c'est ça non? Le niveau du stock qui entraîne le déclenchement d'une commande. Kofi d'abord. Oui, Diane, essaie d'expliquer.
Si dans un magasin, le stock atteint un seuil, donc lorsqu'il atteint un seuil, ça déclenche comment ça est, le magasinier à la possibilité de commander d'autres machines. Oui, il faut donner des exemples pratiques. Parce qu'en termes de rupture, de marchandises, automatiquement le gestionnaire de magasin. Non, je veux que vous présentez des exemples clairs. Moins profane. J'ai une boutique. Oui. S'il manque de biscuits chocolat, les clients ne pas que le client arrive dans la boutique et puis il n'y a pas de biscuits chocolat automatiquement. Dès lors qu'il y a un certain niveau plat, on commande automatiquement des biscuits. Mais c'est un peu l'idée, mais c'est pas bien débuté. Il veut donner un exemple. Par exemple, c'est-à-dire là, tu es resté vague. Parce qu'il y a un quel niveau, par exemple. Il faut prendre un exemple de niveau. Peut-être que si on atteint, peut-être ici il reste 10 biscuits ou encore 20 biscuits, il faut automatiquement, voilà, c'est ce qu'il faut faire et sortir. C'est-à-dire que c'est toi-même qui définis ce niveau en question. Ok? Vas-y, tu peux réessayer. Si le stock de biscuits, s'il y a 30 biscuits, donc le seuil, on considère que le seuil de biscuits est 10. Donc s'il reste 10 biscuits, automatiquement, on a la possibilité de commander. Donc c'est ça qui est quoi le SREA, c'est ça non? Le stock de REA provisionnement. Ça veut dire que tu peux avoir 100 biscuits, tant qu'il y a 100, 50, il n'y a pas de problème. Oui, mais dès qu'on atteint quoi? 10, il faut automatiquement faire quoi? Ok. Bien, ça c'était le stock REA. Ensuite, on nous donne une formule pour faire quoi? Pour calculer le stock REA, on va faire ressortir cette formule au tableau. Pour me donner la formule, SREA égale quoi? Consommation du jour multiplié par délai plus stock de sécurité. Consommation par jour, hein? Oui, monsieur. Par jour. Multiplié par délai plus stock de sécurité. Par délai de livraison plus stock de sécurité. Bon. SS. Ça c'est la première formule. Et ça c'est dans quel cas? Ça c'est lorsque le délai de livraison est inférieur au délai de consommation. Donc ça c'est lorsque le délai de livraison est inférieur au délai de consommation. Maintenant il y a une deuxième formule. Oui, monsieur. Consommation par jour Oui. multiplié par délai de livraison plus stock de sécurité moins commande en cours. Voilà, DL plus SS moins, bon, on va écrire CE, hein. Oui, monsieur. Voilà. Commande en cours. Voilà. Donc, on a deux formules qui nous permettent de calculer quoi? Le stock de réapprovisionnement. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'utiliser l'une de ces deux formules? Oui, Kofi? On doit chercher à savoir d'abord si le délai de livraison est inférieur à la commande ou si le délai est supérieur. Au délai de consommation, tu veux dire. Tu veux parler de délai de livraison et de délai de consommation, pas délai de, parce que pas de délai de livraison et de commande, tu veux parler de délai de livraison et de délai de consommation. Bien, donc il y a un additif que je vais vous donner. Donc vous allez trouver une place pour mettre ça quelque part. Il y a aussi l'autre appellation de la consommation par jour. On peut aussi l'appeler la vitesse de consommation. Je reprends. La consommation par jour peut s'appeler aussi, si vous voulez, peut s'appeler VC. Entendez par là vitesse de consommation et ça se calcule comme ça. Quantité commandée, quantité commandée sur durée de consommation. Durée de consommation en jour. Voilà. Donc
La consommation par jour peut s'appeler aussi vitesse de consommation. Et ça se calcule à travers la formule que vous voyez au tableau. Quantité commandée sur durée de consommation. Nous trouvons un espace pour mettre de départ avant de commencer l'application. Application. Oui. La société Aboya commande mensuellement 300 paratonnerres avec son fournisseur des Kanza en Afrique du Sud pour l'exécution d'un marché. Il dispose d'un stock. Elle on veut parler de la société, oui. Elle dispose d'un stock de sécurité de 50 paratonnerres. Travail à faire, calculer le stock critique dans les cas suivants. 1. Le délai de livraison est de 10 jours. 2. Le délai de livraison est de 38 jours. Ok, donc il y a une question que je viens vous poser là, donc vous suivez attentivement. Dans ce problème, c'est tout à l'heure, quand on nous a donné la formule qui nous permet de calculer le stock de quoi? De réapprovisionnement, on voit que à l'intérieur il y a quoi? Il y a la vitesse de consommation ou encore la consommation journalière, il y a le délai de livraison, n'est-ce pas? Maintenant on a dit, dans le premier cas, c'est lorsque... Quel délai? Le est inférieur à quoi? Non, au délai de consommation. Ok? Au délai de consommation. Donc ici, quand vous lisez l'exercice, est-ce que vous voyez au niveau de la question numéro 1, est-ce que vous voyez le délai de livraison? Est-ce que c'est clair? C'est bien mentionné le délai de livraison? Si 8, c'est combien? C'est 10. Et le délai de consommation, selon c'est 30 jours. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, mais allons-y doucement. Pourquoi est-ce que lui dit c'est 30 jours? Voilà, donc il va expliquer. Parce que généralement, le délai de consommation ne le dit pas clairement. On ne le dit pas explicitement, on le dit implicitement. Ici, on nous a donné le délai de consommation, mais c'est implicitement qu'on nous a donné. On nous dit, la société commande mensuellement. Mensuellement, c'est-à-dire chaque mois. Ici, dans ce cours-là, on laisse tomber les histoires des mois de 31 jours, de 28 jours et autres, de 29. On suppose que chaque mois fait 30 jours. Donc, si chaque mois fait 30 jours, l'année va faire combien de jours dans ce contexte-là? 365 jours. Non. Oui. Vous multipliez simplement 33 jours. Donc, l'année va faire combien de jours? 360. 365, ça c'est l'année civile. C'est-à-dire quand on prend tous les mois avec le nombre de jours exact, c'est là qu'on a 365. Mais ici, je dis dans ce cas-là, on suppose que chaque mois fait combien de jours? 30 jours. Donc, il faut multiplier simplement quoi? 12 fois 30, ça va faire 360. Vous avez vérifié, ça fait bien 360. Ok, donc ici, voilà, l'année va faire 360 jours. Donc ici, on est d'accord que le délai de consommation, c'est combien de jours? 30 jours. Et le délai de livraison, dans le premier cas, c'est combien de jours? 10 jours. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le délai de livraison qui est 10 jours est inférieur au délai de quoi? Voilà, de consommation qui est 30 jours. Donc, pour calculer le stock de réapprovisionnement, pour la première question, on va utiliser la première formule. Donc, qui est involontaire au tableau, on va essuyer. Involontaire au tableau, il faut marquer un arrêt. Il faut suivre 30. Dernière application, on n'a pas besoin de mettre solution. On va l'essentiel. Bien, on y va. On te suit. Monsieur, ici,
Puisque c'est mentionné dans ce livre, Oui. c'est-à-dire le délai de consommation, le délai de livraison inférieur. Non, il faut calculer d'abord. Commence par calculer la vitesse de consommation avant de faire ce que tu as envie de faire. Commence par calculer la vitesse de. Donc tu mets un premier point, la vitesse de consommation. Non, non. J'ai dit de calculer d'abord la vitesse de consommation. C'est-à-dire consommation journalière. Après, on va passer à ce que tu veux faire. Bon, ça fait, on dit quoi? Quantité commandée. Quelle est la quantité qu'on commande ici? C'est 300, non? 300 paratonnerres, donc. Alors, tu vas écrire la formule. Ok. Quantité commandée. Sur quoi? Quantité consommée, voilà. Il faut mettre consommé, on va prendre consommer, commander ou consommer. On a commandé, on suppose qu'on va consommer. C'est ici. Comme on parle d'une quantité, il faut mettre MUL. Quantité consommée sur durée de consommation, il faut laisser AN. Voilà l'essentiel. Écrit VC égale, enlève AN. VC égale. Oui, la quantité consommée, dans notre cas, c'est combien? 300. Oui. Donc 300. Divisé par. Comme on nous parle de commande mensuelle, on a dit qu'on va prendre le mois comme étant 30 jours. Donc divisé par 30. Oui, main devant. Allons comme ça, on va optimiser l'espace. Ça fait 10. 10 quoi? Non, non. L'unité, c'est quoi? Ici, il s'agit de quoi? De paratonnerre, non? Voilà, donc c'est 10 paratonnerres par jour. Bien, tu peux faire une abréviation, bien sûr. Ok. Paratonnerre par jour. Comme ici, on parle de paratonnerre, donc 10 paratonnerres. Tu as fait une abréviation ou quoi? Mais paratonnerre, c'est 10, non? Tu devrais mettre S, non? Puis c'est plusieurs. Non, par jour, tu ne mets pas S à jour. C'est chaque jour. Je ne sais pas si on se comprend. On consomme 10 chaque jour. Ok. Donc, on y va. Donc, première question. Première question. Je vais faire ce que tu voulais faire maintenant. Pour être assez clair, on va mettre les valeurs. DL égale 10, DL égale 10, inférieur à DC qui est égal à combien? 30. Voilà. Tu viens à la ligne. Donc ici, le délai de livraison, c'est quoi? C'est 10 jours. Le délai de consommation, c'est quoi? C'est 30. Donc on va utiliser la première formule. La première formule nous dit quoi? C'est la vitesse de consommation fois DL fois stock de sécurité. On connaît le stock de sécurité dans notre cas? Oui, c'est 550. Okay. Je dis consommation par jour, c'est pareil que vitesse de consommation. Voilà. Donc, tu remplaces, ça va faire, on se dépêche, 10 fois quoi? 10 fois 10, oui, plus 50, ça fait 150. Oui, 150 quoi? Oui, mais ici, en fait, quand on met unité dans le projet, c'est quand on ne sait pas ce sur quoi on travaille. Ici, tu sais ce sur quoi tu travailles, non? Ok, tu travailles sur les paratonnerres, donc tu peux écrire. C'est quand tu n'as pas désigné clairement que tu
Voilà. Ton R, là, c'est comme ça qu'on écrit. Ah, Ton R, il n'y a pas deux R, je suis perdu. Il n'y a pas deux R, il y a deux R. Mais il n'y a pas mis. Tu as mis ici. Ok. Bien, je passe de l'autre côté. On va répondre à la deuxième question. deuxième aussi, je reprends par DC, tout ça. Non, pourquoi? On calcule une seule fois la vitesse de consommation, mais on ne peut pas calculer deux fois. Il y a qu'une seule fois. Il faut enlever la formule qui est en haut. DL égale, dans le deuxième cas, ANOMA, DL égale à quoi? À combien? Le délai de livraison. DL égale à 35. Ok. Donc DL égale à 35, c'est bien supérieur au délai de consommation ici qui est de 30 jours. DC égale 30. Donc ici, on va utiliser la deuxième formule pour pouvoir calculer le stock de réapprovisionnement. Il est déjà 10 heures? Combien? 10h08. Voilà, on reste 2 heures. Ok, donc vitesse de consommation fois délai de livraison, excusez-moi, plus stock de sécurité moins commande en cours. Donc vas-y. C'est 350. 35 fois 10, 350. Combien tu veux donner? C'est 35, oui. Ça, tu peux faire, calculer mentalement, on n'a pas besoin de calculer pour toi. Multiplier le nombre par 10. Ça reste 100. Ok, merci Agnès. Toi. Le coût global de gestion des stocks comprend le coût global de passation ou le coût global de lancement. Ok. Vous pouvez mettre ça en couleur les deux. Donc, le coût global de gestion est constitué du coût global de passation, qui s'appelle encore coût global de lancement. Vous soulignez, mais vous entourez coût global de lancement parce que c'est cette expression qui est beaucoup plus utilisée dans les exercices. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de dire. Il y a deux noms. Il y a coût global de passation et puis il y a coût global de lancement. Ok. Parmi ces deux expressions, la plus utilisée, c'est le coût global de lancement. Ensuite, le coût global de possession du stock, le coût global de stockage qui englobe tous les frais de stockage. Donc, coût global de possession, qui peut aussi s'appeler encore coût global de stockage. Et ici, je crois que l'expression la plus utilisée, c'est coût global de stockage. Ensuite, la quantité économique de commande, qui est la quantité qu'il faut commander pour que le coût de gestion soit minimal. okay. Donc ici, il faut retenir que la quantité économique, c'est la quantité qui permet d'optimiser le coût de gestion. Ok?
Donc, on retient que la quantité économique est la quantité qui permet d'optimiser le coût de gestion. Ensuite, Elle permet de calculer le nombre de commandes, la période de réapprovisionnement. okay. Donc, la quantité économique nous permet de calculer le nombre de commandes ainsi que La période de réapprovisionnement. okay. Si vous vous rappelez, on a parlé de période de réapprovisionnement au plus haut, hein. Voilà, au début. Donc, on a un schéma. Voilà, ça c'est le schéma qui parle de réapprovisionnement. On a une quantité donnée. Quand vous regardez le schéma, vous voyez une courbe qui est décroissante. Est-ce que vous voyez pas? À chaque elle est décroissante sur chaque période. Elle décroît, arrive à un certain niveau. Vous voyez, il y a un saut. Donc quand ça arrive au niveau du stock de sécurité, il faut encore faire quoi? Passer une nouvelle commande, ainsi de suite. Donc c'est une fonction périodique, on va dire. Pour ceux qui ont fait la terminale D ou C, vous savez, vous connaissez les fonctions périodiques, non? Ce sont généralement les fonctions trigonométriques. Hein, voilà. Ici, c'est une fonction périodique. Ok, donc dans la pratique, vous allez comprendre ce qui va suivre. Il s'appelle comment? Lui qui est devant. De Wilson, en avenir certain et sans pénurie. Le modèle de Wilson, on a vu certain et sans pénurie. Les hypothèses sont aucune pénurie n'est admise. Donc on suppose qu'il n'y a pas de pénurie dans ce modèle. Ok? La consommation du produit est régulière. Donc cette consommation-là, elle est régulière. Ensuite, le prix d'achat unitaire du produit et de la quantité commandée. Et la quantité commandée reste constante. Donc le prix d'achat et la quantité ne varient pas. Il n'y a pas de stock de sécurité. Ok, donc dans ce modèle, on suppose qu'il n'y a pas de stock de sécurité. Donc, vous devez faire attention à tous ces détails-là. Puisque dans le cas où, dans un essai où on va vous parler de stock de sécurité, vous devez savoir qu'on n'est pas dans le modèle de Wilson sans pénurie. C'est bon? Bien. Petite A, détermination de la quantité économique. Oui, vas-y. Désignons par D, demande globale pendant la durée de gestion. K, Q, quantité d'articles à commander. X, nombre de commandes. État, durée globale de gestion. Et période de réapprovisionnement, on a les relations suivantes. Donc, on a dit le petit n, qu'on a appelé nombre de commandes, a pour formule θ sur quoi? T. Ou encore a pour formule D sur Q. θ, c'est la durée globale. Et on a défini aussi T. T, c'est quoi? Voilà. Donc, durée globale sur la période de réapprovisionnement. Ou encore D, c'est la demande globale divisée par Q, qui est la quantité d'articles à commander. Ensuite, P, prix d'achat unitaire du produit commandé. très bien. T, taux par franc annuel de possession. Donc, ou simplement, souvent dans les exercices, on parle de taux de possession. Donc, quand vous entendez taux de possession, si on veut parler de petit t. CS, coût de stockage par unité de produit et par unité de temps. Voilà. Donc, le coût de stockage, oui, ensuite. CL, coût de lancement pour une période. Très bien. CEPA, coût global de passation. Ok. CEPA est égal à petit L, C, petit L. Nombre de commandes multiplié par le coût de lancement, c'est-à-dire le coût global de passation, c'est égal à N multiplié par CS, c'est-à-dire nombre de commandes multiplié par CL, ou encore le coût de lancement multiplié par D sur Q. S'il y a il y a trop de formules, il faut être à mesure de manipuler les différentes formules. Vous savez pourquoi on a multiplié CL par D sur Q?
Parce qu'un peu plus haut, on nous a dit que N A peut s'écrire D sur Q. Vous voyez pas ça? Monsieur. On dit N égale à θ sur T, ou encore N égale à D sur Q. Or, on nous a dit que le coût global de passation, c'est N fois CL. On peut mettre N fois CL. Dans un exercice où on n'a pas donné N, qu'on a donné D et Q, on va utiliser D sur Q multiplié par CL. Ici, il faut connaître les formules là entièrement. Parce que si vous maîtrisez ce cours à moitié, vous serez bloqué quelque part. C'est clair? On continue. CPO. CPO, coût global de possession avec coût global de possession est égal à Q sur 2. Donc CS θ. Donc Q sur 2 multiplié par CS multiplié par θ. CS c'est le coût de stockage. Ou encore, Coût global de possession est égal à Q sur 2 multiplié par TP. Ici, on va faire ressortir une remarque. Vous devez retenir que CS θ, c'est pareil que TP. Hein. Ça, vous retenez ça quelque part. CS fois θ, c'est pareil que T fois P. Donc, quelque part, là où vous verrez CS, vous pouvez remplacer aisément CS par quoi? CS fois θ. Vous pourrez remplacer aisément CS fois θ par quoi? T fois P. Voilà. Bien, donc en fait, on va définir la fonction même, le coût global de gestion, noté CG. Vous suivez? On va définir le coût global de gestion, noté CG, parce que là, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui m'a sauté. Donc, le coût global de gestion, noté CG, a pour formule quoi? Coût. Non, allons-y doucement. Ne me donnez pas d'abord la formule qui est au tableau, que vous avez. C'est égal à coût global de passation plus coût global de quoi? Possession. C'est ça? Or, le coût global de passation, sa formule c'est quoi? C'est le coût de lancement multiplié par la demande globale sur la quantité. Ou encore CL D sur Q et le coût global de possession. Ça fait Q sur 2 CS θ. Q sur 2 CS θ. Et encore, ça peut nous donner CL D sur Q plus quoi? Q sur 2, on a dit que CS θ peut être remplacé par quoi? TP. Voilà, donc ça vous pouvez mentionner quelque part. Vous devez savoir que le coût global de gestion de stock là a pour formule coût global de quoi? Passation plus coût global de possession. Donc le coût global de passation est remplacé par quoi? CL multiplié par D sur Q. Et le coût global de possession est remplacé par quoi? Q sur 2 multiplié par quoi? CS fois Q. Et là encore, ici, on aurait même pu mettre, si vous voulez, avant même de mettre ça, on aurait pu mettre N d'abord, N fois CL. Vous suivez, non? Oui, monsieur. On va, faut arrêter le truc, c'est quoi? Ça va être Q sur 2 Oui. CS θ. CS θ. Oui, N, on a dit qu'on pouvait remplacer N par D sur Q. Donc, si vous voulez, CL, D sur Q. Et on a dit aussi que CS θ peut être remplacé par quoi? P. Voilà. T. P. Voilà. T. C'est bon? Donc ça c'est la formule du coût global de la gestion des pensées. Donc ici on a la fonction coût global de gestion des stocks. Quelle est la variable dans cette fonction?
Selon vous, quelle quantité sera considérée comme la variable ou bien connue dans cette fonction? Oui, je suis d'accord avec toi, mais il faut expliquer. Mais tu as fait ça au hasard. Vous voyez la quantité, parce que CS là, CS on calcule CS. CS aussi on calcule CS, on détermine CS, on détermine CS. Donc la quantité est on peut arrêter qu'on cherche, on trouve la quantité. Ok, donc ici, ce qu'il faut retenir de façon générale, le coût global de gestion est une fonction de Q. Okay. Donc on va dériver cette fonction par rapport à quoi? Par rapport à Q. C'est-à-dire que si on l'appelait par exemple une fonction f, ça allait être f de Q. Ou encore, si vous voulez, on peut l'appeler CG de Q. Alors, on va faire ça assez simple. Donc, cette fonction, on peut l'appeler CGQ. La variable, c'est Q. Donc, CGQ a pour formule CL D sur quoi? Q plus Q sur 2 CS θ. On va dériver. Donc, CG' de Q. Je vous rappelle une propriété. Regardez, 1 sur x a pour dériver moins 1 sur x carré. C'est bon? Et puis on a ax qui a pour dériver a. Donc en réalité, tout ce que vous voyez ici là, on a 1 sur q qui apparaît dans cette quantité. Si vous voulez, je peux réécrire pour faire ressortir clairement cette forme là. C'est-à-dire qu'on aurait pu écrire comme ça CL D multiplié par 1 sur Q plus l'autre c'est CS θ sur 2 multiplié par quoi? Q. Donc en dérivant, ça c'est une constante. On maintient la constante, on dérive. Or, on a dit quoi? 1 sur Q aura pour dériver quoi? Moins 1 sur x carré. Sur Q au carré. Donc, on aura quoi? Moins, si vous voulez, CL D sur quoi? Q au carré. Et là-bas, ça c'est AX. Notre A c'est la fraction là. Et notre I c'est le Q. Donc, la dérivée nous donne quoi? CS θ sur 2. CS θ sur 2. Donc on vient de dériver quoi? On vient de dériver notre fonction coût de gestion. On va étudier, on va chercher la racine de la dérivée. Pour chercher la racine de la dérivée, il faut poser quoi? Que la dérivée est égale à 0. Donc si je pose CG' Q égale à 0, ça équivaut à dire quoi? Moins CLD Q carré plus CS θ sur 2 égale à 0. 2 égale à 0. Moins. C'est bon? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer de l'autre côté. Moins CLD sur Q carré. Moins CLD sur quoi? Q carré. Q carré égale à moins CS θ sur 2. On passe ici. Hein. Et on peut se séparer des signes moins. Donc on aura quoi? CLD sur quoi? Q carré est égal à CS θ sur 2. Qu'est-ce qu'on cherche ici? C'est le Q qu'on cherche. Donc si vous voulez, on peut faire un produit en croix ou bien on peut inverser les deux aussi. Hein. Bon, on peut inverser la fraction qui est à gauche et inverser, puisque le Q se trouve au dénominateur, on peut inverser la fraction qui est à gauche
inverser la fraction qui est à droite, ou faire simplement un produit en croix. Si on cherche Q au carré, on va faire un produit en croix. CLD fois 2 sur CS θ. Très bien, ça fait 2 CLD sur quoi? CS θ. CS θ. La quantité Q est une valeur positive. Parce que on sait que lorsqu'on a x carré égale à A, ça nous donne x égale à racine de A ou x égale à moins racine de A. Lorsque on a x carré égale à, c'est le cas ici. Mais étant donné qu'on est dans le cas où Q est positif, est une quantité positive, on n'a pas besoin de la deuxième expression. On va travailler seulement avec quoi? Donc Q sera égal à quoi selon vous? Q sera égal à racine de 2 CLD sur CS θ. C'est ça qu'on va appeler la quantité économique. Parce que c'est cette quantité qui minimise la fonction coût de gestion. Vous pouvez voir, c'est la formule qui est là. Ouais, c'est faux. Vous avez vu la formule? Monsieur. Optimale, qui est notée généralement NE. Vous suivez, hein? On veut déterminer à présent le nombre de commandes optimales. Ce sont des questions qu'on pose souvent. Donc, on va l'appeler NE. La formule de N qu'on connaît, N égale à quoi? D sur U. D sur U. Ça, c'est la formule de N de façon générale. Maintenant, si on veut parler de nombre de commandes optimales, on va appeler NE. Vous pouvez appeler petit NE comme grand NE. Donc, si vous voulez, ça aura pour formule D sur quoi? QE. C'est-à-dire D sur la quantité économique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer la quantité économique par sa valeur qu'on vient de trouver. C'est quoi? Racine. La grande racine de 2 sur DCL. 2 CL. 6 CSO. État. D. Vous suivez, hein? Ça fait racine de 2D CL sur racine de quoi? CS θ. Vous connaissez ça, non? Grande racine d'un rapport, c'est racine du dénominateur sur racine du numérateur. Ok. Donc, lorsqu'on divise deux fractions, tu as mis? Ok. Lorsqu'on fait la division de deux fractions, ça revient à faire quoi? Multiplier la première par l'inverse de la deuxième. Donc, on aura ici D racine de CSO θ sur racine de quoi? De... Voilà. Maintenant, le D là, j'explique quelque chose d'abord. Si quand j'ai racine de A carré fois B, ouais, non, ça donne quoi? A il est au carré, donc A va sortir de la racine, ça nous donne A racine de B. Donc, quand vous avez un nombre qui est en dehors de la racine et que vous voulez mettre ce nombre à l'intérieur de la racine, en rentrant, ce nombre rentre avec un carré. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez, le A avec un carré, ça sort sans le carré. Donc s'il y a un A qui est à l'extérieur de la racine que vous voulez faire rentrer ce A là, il rentre avec un carré. Donc le D, ici, qui est à l'extérieur de la racine, notre objectif c'est de faire rentrer le D sous la racine. Donc quand le D va rentrer sous la racine, ça va devenir D au carré. Donc, ça fait quoi? D au carré CS état sur quoi? Racine de 2 DCL. On va prendre la racine de tout le monde, ça fait D au carré CSO état 2 DCL. Il y aura une simplification. Vous voyez D carré D. Donc qu'est-ce qui va rester? D CS état sur 2 fois CL. Regardez si c'est la formule qui est là-bas. Donc, une façon de vous dire que toutes ces formules-là, ça se démontre. Voilà.
Donc la formule là, voilà, c'est ça. C'est par démonstration, on a pu trouver ça. Et on continue encore. On a dit quoi? CS θ. Partout où on voit CS θ, on peut le remplacer par quoi? TP. Donc ça peut donner D, T fois P sur 2CL. Voilà. Donc voici la deuxième formule. Donc ce qui concerne le nombre de commandes optimales. Le nombre optimal de commandes. Donc ça sera la dernière démonstration. Le reste, on va prendre les formules et puis travailler. C'était juste une façon de vous montrer que toutes les formules que vous voyez là, on peut faire des démonstrations pour les obtenir. C'est bon? Toi, il faut arrêter. Trace ta barre de fraction. Θ sur barre de fraction. Ça, c'est pas une barre de fraction. Tu ne vas pas coller les barres, toi aussi. Ouais, mais tu dois écrire quelque chose au-dessus. Une barre là. Donc, je mets racine de 10 sur racine de dénominateur. Bien, racine du dénominateur. La racine là, ça couvre tout le monde. Oh, mais c'est ce qui est bien fait directement là-bas. Je ne comprends pas. Non. Si tu as racine de tout ça, tu peux réécrire racine de ce numérateur. Non, il faut éviter. Quand on ne maîtrise pas les choses, on ne va pas directement. Donc TE égale, maintenant je multiplie. Voilà. TE égale, barre de fraction d'abord. Voilà. Θ racine de. Ouais, l'inverse. L'inverse, ça, multiplié par ça, je multiplie par 2CL. Racine de 2CL. Racine de 2CL sur. Voilà, racine de. Racine de 2CL. Voilà. Maintenant, θ va rentrer. Θ fait θ carré. Voilà. Et égale. Racine θ carré. 2CL. Oui. sur racine de 2CL. Maintenant, on va simplifier les θ. Voilà, oui. Non, prends la grande racine d'abord. Il faut utiliser une seule racine maintenant. TE égale. θ carré. 2CL sur. On simplifie les θ. Ça reste θ 2CL sur 2CS. Oui. Grande racine. 2. Non, on va commencer par 2. En fait, quand tu es en train d'écrire, quand c'est alpha numérique, on met d'abord les nombres avant les lettres. Et c'est pas ça que je comprends. Donc, 2CL θ. CL θ. Le L là, normalement il est en indice, donc il faut bien. Alors, 2CL θ, voilà. Sur DCS, voilà. Il faut bien écrire la racine. Ça doit bien descendre. La racine doit couvrir et le numérateur et le dénominateur. Voilà. C'est bien la première formule de TE, non? Ça va là? C'est ça. Voilà. Maintenant, il y a une deuxième formule. Là, comment faire pour retrouver cette deuxième formule? Voilà, c'est purement l'intuition. Hein. Je vous explique ça. La deuxième formule, là. Vous voyez bien la deuxième formule de. Où il a mis le marqueur? Où ça? Ouais, c'est juste. C'est ça. Vous voyez TP au dénominateur, non? Oh, c'est quoi? Oui, c'est ça, mais TP. Remarquez TP. Vous voyez TP, non? Voilà, TP a fait son apparition. Avant, on avait DCS et vers la fin, vous voyez TP. Or, on sait que TP, c'est CS fois T. Donc, il nous faut, si on met un θ ici, il faut aussi multiplier θ. Donc, par θ. C'est ça qui va donner θ carré. Donc, ce qu'on fait, voici ça.
On va multiplier le numérateur et le dénominateur par θ. Donc on a D, CL, θ fois θ sur D, CS, θ. Vous voyez? Donc c'est le CS θ qui va devenir TP. Or, il raconte quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Monsieur le dit, ils ont mis PT. PT. Oui. Et puis TP. 2 fois 3. 3 fois 2. Ça donne. Les deux résultats sont différents. Comment ça a changé là? Non, non, je vais reprendre. 2 fois 3. Ça fait combien? Ça fait 6. 3 fois 2. Oui, ça fait 6. Il ne faut pas te mélanger les trucs comme ça. C'est un produit. Donc on peut faire quoi? On peut permuter les membres du produit. Donc ça fait quoi? 2 CL θ carré sur quoi? D fois quoi? TP. Voilà, TP ou bien PT. C'est un produit, donc la position importe peu quoi. Si vous voulez faire, un autre même aurait pu écrire ça comme ça, vous suivez? Un autre gars aurait pu écrire 2 θ carré CL sur quoi? T, D, P. Donc si on écrit ça, tu vas dire que c'est faux. C'est la même chose. C'est la même formule qui est là. Parce que ici on a D fois T fois P. Là aussi il y a D fois T fois P. Les 3 éléments du produit sont là. Là, donc ouvrez votre esprit quant à l'appréciation de ces jeunes choses. Ne vous dites pas que comme en classe on m'a donné typiquement la formule dans ce ordre là, et c'est forcément cet ordre là que je dois retrouver. Non, ça peut changer. C'est que vous devez vérifier, est-ce que tous les éléments sont présents? Si tous les éléments du produit sont présents, il n'y a pas de souci. C'est bon? Ok. Vous allez sur le tableau. Comment on l'a appelé là? Le type optimal de gestion. Bon, ça, on va pas faire la démonstration parce que là, ça sera un peu trop long. Donc, vous retenez les deux formules. On peut l'appeler CE, comme on peut l'appeler quoi? YE. Je reprends, on peut l'appeler CE comme Y, donc vous retenez les deux formules. C'est la première formule qu'on a répétée de l'autre côté. Hein. Vous verrez qu'en lieu plat de quoi? CS θ, on a mis quoi? Voilà. PT ou bien PP. Voilà. Donc ça vous retenez, ça se démontre. Et même si je vous montre la démonstration, c'est pas sûr que vous retenez. C'est trop long. Ça va prendre une dizaine de minutes. Les frais de passation d'une commande s'élèvent à 750 francs. Le coût de stockage par unité de produit s'élève à 0,02 francs par jour. On suppose que les ruptures de stock ne sont pas admises. Calculer petit a la quantité économique QE, petit b le nombre optimal de commandes NE, petit c la période optimale de commande TE, et enfin petit d le coût global de gestion optimale YE. D'accord. Donc ici, on nous a donné certains éléments. Hein. Donc il faut savoir ce que c'est. Hein. 20 000, vous devez savoir c'est quoi. 750, vous devez savoir c'est quoi. N'est-ce pas? Et 0,02, vous devez savoir c'est quoi. C'est bon? Voilà, donc, vous réfléchissez plus, je vais interroger.
modèle de Wilson sont peu mûris. Je peux arrêter. Je peux. Là, vous vous concentrez pour faire ressortir les données clairement. Donc, oui, solution de l'application 1. Donc, on va donner un coup de main à Diane. Quand on prend la première phrase, on nous dit la demande annuelle. Demande annuelle nous permet de trouver l'état. Vous suivez, hein? Comment on a défini l'état? Voilà. Donc, ici, la demande annuelle, c'est la durée globale de gestion. C'est ça qui est notre état. On va donner ça en jours. On a dit qu'ici, il faut prendre le mois pour combien de jours? 30 jours. Donc, si on fait quoi? 30 fois 12, on va trouver quoi? Donc, tu écris θ égale. Θ égale à 30 fois 12. Voilà. 30 fois 12 égale, non, devant. Il faut optimiser l'espace. Ça fait 360 jours. Donc, on connaît déjà θ. Vous voyez, on ne nous a pas donné explicitement, on nous a donné implicitement. Mais en vous exerçant, vous allez cerner tout ça. Comme c'est encore nouveau, sinon, quand vous serez outillé là, dès que vous voyez les lignes, vous savez qui est θ, qui est D, qui est CS, qui est CL. Ok? Ensuite, D. On nous a donné D. Comment on a défini D? C'est la demande globale. Voilà. Il faut regarder comment on a défini clairement D. Le nom qu'on a donné à D. Voilà. Donc, demande globale. C'est D qui représente ici les 20 000 unités. Donc, il met 20 000 unités. Donc, ici, D, ça fait 20 000 unités. Après, on nous a donné une valeur, 750 francs. Ça représente quoi selon vous? C'est très bien. Donc, 750 francs, on a parlé de frais de passation, où on aurait pu dire le coût de l'an. C'est en vous exerçant que vous allez cerner tous ces détails-là. Donc, frais de passation, bien coût de passation, ou bien encore coût de lancement, c'est pareil. Donc, CL égale à 750 francs. CL égale 750 francs. Ensuite, il y a une autre valeur, 0,02 francs, ça c'est quoi? Là c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Ouais. C'est CS, là c'est clair. « 0,02 francs. 0,02 francs. Coût de stockage par jour. C'est bon? Par jour. C'est bon? Ok, donc la première question petit, on nous demande de calculer quoi? QE. Donc en fonction des données là, quelle est la formule de QE qu'on va utiliser? Regardez les deux formules de QE. Je mets petit a. Il faut diviser le tableau en 3, je préfère. On va prendre laquelle des formules, la première ou la deuxième? La première. Oui, donc ici c'est la première formule qu'on va utiliser. Oui, vas-y. Oui. Donc on y va. Donc va sur les formules. Donc QE, petit a, tu as vu petit a QE égale
F1 là, c'est petit a directement. Q égale racine. Tu as la formule devant toi, non? Oui, monsieur. Oui. C'est la première formule qu'on va choisir ici en fonction des données qu'on a. Voilà. Égal. Vous sortez vos machines. Vous sortez vos machines. Ah, tu as la photocopie. Ah, c'est bien. Calculer sur les machines. Ça aussi, vous devez être en mesure de calculer. Si vous avez des difficultés, vous faites la division et puis vous prenez la racine carrée plus tard. Et si vous avez des difficultés pour aller directement, diviser d'abord, faites la division. Vous ouvrez une parenthèse, vous écrivez le numérateur, divisez parenthèse par le dénominateur, vous sortez le résultat, puis on va prendre une parenthèse. C'est déjà calculé ou bien c'est ça? C'est 2 fois quoi? 2 fois 20 000 fois combien? 750 divisé par 0,02 fois combien? 360. Égal. On va prendre la racine non carrée, c'est ça non? Racine 50%, ça fait 2000. Maintenant, tu as trouvé quoi? Qui a trouvé 2000? Il y a 0 cas dessus, ou bien c'est moi qui ai mal calculé. Non, il n'y a pas de 0. Attends, c'est 2041. Mais moi j'ai calculé comment? C'est 0,02. Ah, on dirait qu'il n'y a plus 0,03. On reprend. Je vais reprendre. En F 2000, là, on dirait que c'est 2 fois quoi? 2 fois 750. Fois 750 divisé par 0,02. Ah oui, j'avais plus 0,03. Je prends la racine, seconde fonction, un seul. Ok, c'est 2041,24. C'est moi qui avais fait le 2041. Non, je n'ai pas dit 2400, j'ai dit 2041, non 041. Quand on avait unité là, tu vas te donner de la place. Virgule. Oui, 24. C'est 24, non? C'est unité de même. Ensuite, petit b, le nombre optimal est 2. Oui. Donc, laquelle des formules de N1 on va utiliser quand vous regardez les formules de N1? C'est la première, non? Ok, donc vas-y. Et toi, ta calculation, ça calcule directement, non? Il faut calculer.
Ça l'a calculé. 9,4. J'en ai vu 8 quoi. Ok. Donc là, comme on parle de nombre de commandes, on va arrondir, hein, écrire 9,8. 9,8 soit NE égale à combien? On va arrondir à l'entier. Égale à combien de commandes? 10 commandes. On est d'accord que les commandes, là, ce sont des nombres entiers. Hein? Donc il faut arrondir à l'entier sur. Vous écrivez le résultat et vous faites une interprétation en arrondissant à l'entier. Ensuite, après, la question petit c, on demande de calculer quoi? TE, on va prendre laquelle des formules? La première, la deuxième, je reviens sur TE. C'est la première, non? Oui, c'est la première. Non, non, avec, quand on te prend du moins la racine d'une fraction, la meilleure façon de calculer, il faut calculer la fraction. Et puis, je vais te montrer comment prendre la racine. Et quand tu veux faire le calcul de la fraction, il faut utiliser des parenthèses pour le numérateur et puis des parenthèses pour le dénominateur. Par exemple, ici, tu veux faire quel calcul? La bonne parenthèse, tu mets le numérateur. Quand tu finis de mettre le dénominateur, tu fermes la parenthèse. Ça fait 6,60. Parenthèse. Ça fait combien? 36, ici le temps c'est en quoi? 100 jours, non? 100 jours, non? Le temps c'est en jours. Oui, c'est ça. Vous voyez oublier que θ on a pris ça en jours. On n'a pas pris en jours θ. Regarde, θ on a dit 30 fois 12, 360 jours. Donc les temps qu'on trouve c'est en jours. Donc on va arrondir, hein, on va arrondir. Tu as trouvé 37, combien? 36. On est en dessous de. C'est moins, on n'est pas à 50, hein. Ok, donc. On va prendre 37 jours. Ensuite. Non, tu prends la racine de ce résultat. Tu prends la racine, tu tapes la racine. Non, je ne fasse pas, tu sais bien pour la racine. C'est bien pour toi. En seul. C'est clair? Donc, on va chercher le coût optimal de gestion. Cet état, mais il faut barrer ici cet état. Voilà. Donc Agnès calcule le dernier résultat de l'euro. Tu fais calculer ce qui est sous la racine, tu sors le résultat et puis tu utilises la technique que je t'ai montrée pour faire prendre la racine du résultat.
Eh bien, 14 696. 96,95. Ici, c'est le coût, c'est une histoire d'argent, donc tu n'arrondis pas l'entier. C'est bon, enfin. Donc, la quantité économique en unité, le nombre de commandes, oui, et le nombre optimal de commandes, le temps optimal d'approvisionnement, c'est 37 jours, et puis le coût optimal de gestion, YE ou bien CE, ici ça fait 14 000. J'ai demandé tu trouves la même chose? C'est 94 et après le 3 il y a 8. Je vous ai appelé à arrondir. Donc tu dois tenir compte de ça quand tu veux t'arrêter à l'ordre 2, il faut tenir compte du nombre ou du chiffre qui se trouve à l'ordre 3. Ok, merci. Quoi? Rapport souhaite améliorer la gestion de ses stocks. Le responsable du projet a relevé les éléments suivants concernant la marchandise L. Premier point, la demande journalière égale à 10 unités peut être considérée comme constante. Le coût de lancement d'une commande s'élève à 180 francs. C'est ça. Troisième point, la possibilité d'une rupture de stock est très faible, ce qui permet de négliger le coût de pénurie. Ça veut dire ici déjà, on sait qu'on est avec le modèle de 800 non sans pénurie. Voilà. Quatrième point, une année civile correspondant à 300 jours ouvrables à raison de 25 jours ouvrables par mois. Cinquième point, le coût de stockage d'une marchandise est de 25 francs par mois. Travail à faire. Donner en fonction de la quantité constante X commandée pour chaque période le coût global de gestion de stock GDX pour une année civile. 2. Faire une étude sommaire des variations de la fonction G sur l'intervalle 0 plus infini. Ok. 3. En déduire la quantité optimale à commander pour chaque période de gestion de ce stock. Ok. 4. Déterminer, petit a, le nombre de commandes à passer dans cette année. Petit b, la durée de la période estimée en jours ouvrables. Bien. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Vous pouvez retourner sur l'exercice qu'on a traité tout à l'heure. Souvent, il y a quelques pièges dans ces trucs. Regardez, où on a parlé du coût de stockage. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui. Le coût de stockage par unité de produit s'élève à 2,02. 0,2. Tu as vu le 2 où? 0,02 par jour. Dans cet exercice, vous avez vu que le θ là, on a donné ça en jours. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On a donné, dans cet exercice, θ, on a dit que ça faisait 360 jours. Parce que nous avons dit le coût de stockage, c'est par jour. Maintenant, retournez sur cet exercice. Oui, le coût de stockage, on parle de par mois. Vous devez faire attention à tous ces détails. Mais ici, le θ là, on ne va pas donner 360 jours, mais on va donner 12. Ici, dans ce cas, la θ serait égal à 12 mois. Les équations se prend. C'est le 300 jours. Oui, ici, c'est 300 jours. 300 jours, on va l'utiliser pour calculer D. C'est bon? Mais quand on sera sur θ, vous devez savoir que θ, on va mettre 12 mois. C'est bon? Ok. Donc, on commence. Donc, on va faire ressortir les différents éléments. On va commencer par D. Les informations qu'on a sur D,
On nous parle de la demande journalière, c'est quoi? 10 unités. Et puis l'année civile prend en compte combien de jours? 300 jours. Donc la demande, on va faire 10 fois 300 jours. Puisque chaque jour, il y a 10. N'est-ce pas? Chaque jour, il y a 10, non? 10 unités. Et l'année civile, on nous demande de prendre 300 jours. En raison de 25 jours par mois. En fait, si vous faites 25 fois 12, vous avez 300 normalement. C'est bon, hein? Voilà. Donc, D, ça fait quoi? 10 fois quoi, si vous voulez? Fois 25 fois quoi? Fois 12, non? Donc, D, ça fait combien? 3000. 3000 unités. Ou encore, on aurait pu faire directement 10 fois 300. On aurait pu prendre les 300 qu'on nous a donné directement. Donc, on a trouvé D. Ensuite, θ, ça fait quoi? 12 mois. Et j'ai expliqué pourquoi. Vous avez suivi l'explication? Ok, après θ, CS. 25 francs par quoi? Par mois. Et il y a quoi encore comme données? C'est tout? Ouais, le coût de lancement. 180 francs. C'est bon? Donc on peut répondre à la première question. C'est tout, on a utilisé le coût de lancement, oui. Le D là, c'est pas ça. Oui, D c'est quoi? C'est la demande. Maintenant on te dit la demande journalière s'élève à combien? Chaque jour on a besoin de combien? 10 unités. Oui. Donc, sur une année, on aura besoin de combien? 10 fois. Si on dit, on nous demande de prendre l'année, comme l'année civile, 300 jours. On va faire 10 fois 300. Je ne sais pas si on se comprend. En fait, là, on a estimé la demande annuelle, parce qu'on nous a donné la demande journalière. Et on s'est basé sur la demande journalière pour calculer la demande annuelle. On est d'accord ou c'est encore flou? Ou bien tu ne sais pas pourquoi on a calculé la demande annuelle? Ou qu'est-ce qui est flou? La demande journalière, on dit c'est égal à 10 unités. Oui. Et la demande annuelle? Tu as besoin de 10 unités par jour. Sur une année de 300 jours, tu auras besoin de combien d'unités? Oui, c'est ce qu'on appelle 10 fois 300. Maintenant, peut-être tu vas me dire pourquoi j'ai fait 10 fois 25 fois 12. C'est toujours dans le même qu'on nous dit, ici il faut compter quoi? Un mois comme étant 25 jours. On a 12 mois. 10 fois 25 fois 12. C'est pourquoi l'année a 300. Oui, oui. C'est clair ou c'est encore flou? Bien. Première question. On reprend maintenant à la première question. Qu'est-ce qu'on nous demande? Première question, oui. Donner en fonction de la quantité constante X commandée pour chaque période le coût global de gestion de stock GDX pour une année. Donc, si vous voulez, dans cet exercice, on nous dit que Q, là, on va l'appeler quoi? X. Donc, le coût global de quoi? Gestion. Donnez-moi la formule du coût global de gestion. C'est CG, non? Égal CL. Oui. 2 sur Q, multiplié par D sur Q. CL multiplié, je viens, CL multiplié par D sur Q, plus Q sur 2. Plus Q sur 2. Q sur 2 multiplié par CS. CS état. Donc voici la formule qu'on connaît du coût global de gestion. Maintenant, dans cet exercice, de façon particulière, on nous demande de l'appeler G de X et de remplacer quoi? Q par X. Donc à la deuxième ligne, en lieu plat de quoi?
CG, je vais prendre quoi? G de X. Et en lieu de place de quoi? Des Q, je vais mettre X. Donc j'ai quoi? CL, D sur X, plus quoi? Q sur 2, X sur 2. Ah, X sur 2, merci. X sur 2. Voilà, CL sur θ. Et comme je connais CL, je remplace CL par sa valeur, ça fait quoi? 180 fois quoi? Je connais aussi la demande. La demande c'est quoi? 3000 sur X plus X sur 2 fois. Je connais CS, c'est quoi? 25. Et θ ici c'est 12. C'est bon? Donc on va calculer. Si on calcule bien, 180 fois 3000, ça fait combien? Ça fait 540 000. 540 000. Exactement comme ça. Et ici, on va faire 25 fois 6, c'est parce que le 12 va simplifier le 2 qui est là. Il y a un 2 dans le 12 qui va simplifier le 2 qui est là. Donc plus ça. Et le X, tu le mets où? Donc on vient d'exprimer quoi? Le coût global de gestion en fonction de X. C'est devenu une fonction qu'on peut étudier. C'est bon? Donc on vient d'exprimer. C'est bon, hein? Donc ça c'est la première question. Donc donner en fonction de la quantité constante X commandée pour chaque période le coût total de gestion des stocks GDI pour une année civile. Donc on vient de répondre à quoi? À la première question. Deuxième question, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Faire une étude sommaire. Oui. Des variations de la fonction G. Je sais pas. Ici c'est 1, hein? N'oubliez pas, c'est la première question. Sur quel intervalle? Intervalle 0 plus infini. Ouvert 0 plus 10. C'est ouvert en 0 parce que là vous voyez qu'il y a un isodéno, donc on ne peut pas fermer en 0. Donc on va dire quoi? G est quoi? Est dérivable sur 0 plus l'infini. On va dériver. G' de x, ça fait quoi? Ça fait 54 640 540 au carré. Plus ça, 150. On va réduire tout ça au même dénominateur. On a ici x carré. Donc on a moins 540 000 plus ça, 150 x au carré. Ok. Ici on voit que le dénominateur est comment? Positif, si vous voulez. Quel que soit x appartenant à 0 plus infini. X carré supérieur à 0, donc quoi? Le signe de quoi? Le G' de x c'est quoi? Et c'est lui de moins 540 000 plus 150 x au carré. Essayez de diviser par 150, je vais voir. Diviser 540 000 par 150, est-ce que ça donne quelque chose de plus? Est-ce que ça donne un nombre entier quoi? Je vais voir si on peut. Ça donne combien? 3600, d'accord. On va chercher la racine. G' de x égale à 0 équivaut à, si vous voulez, je mets en première position 150 x au carré moins 540 000 égale à 0. C'est bon? On va laisser tomber, on va diviser. Vous avez dit que quand on divise par 150, on trouve un nombre entier. Donc c'est comme on divise chaque terme par 150, donc il va nous rester x au carré. Quand tu as divisé, ça donne combien? 3600. 3600. 3600.
Je vais aborder ça d'une autre façon. Comme nous sommes à un certain niveau, on va pas aborder ça comme en terminale. Donc, vous suivez. Ça fait 150 is au carré moins quoi? 540 000. On est d'accord, hein? Sur quoi? Sur is au carré. On va mettre 150 en facteur. Ça fait 150 facteurs de is au carré moins 3600. C'est ça, non? Sur is au carré. Ce qui est au milieu, c'est une identité remarquable. On est d'accord? C'est quoi? 36, ça c'est 3600 là, ça sera quoi au carré? 60 au carré? Calculez 60 au carré. 60 au carré. C'est ça qui fait 3600 là. Okay. Donc c'est une identité remarquable. C'est comme on a x au carré moins. Bon, si vous voulez, je vais mettre en exergue 150 facteur de x au carré moins 60 au carré sur quoi? X au carré. Ça va me donner quoi? 150 x plus 60 facteur de quoi? X au moins 60 sur quoi? X au carré. Voilà. Donc, si vous regardez bien, on est sur quel intervalle? Donc, du coup, tous les nombres, toutes les quantités qui ne contiennent pas de signes négatifs sont positives. Donc, le signe va dépendre seulement de quoi? X moins 60. On va dire quoi? Quel que soit x appartenant à 0 plus infini, la quantité 150 facteur de quoi? X plus 60 sur quoi? X au carré est strictement positif. Donc, le signe de G' de X est celui de X moins 60. Du coup, quand je mets G' de X égale 0, ça équivaut à dire quoi? X moins 60 égale 0. Voilà, X moins 60 égale 0. Ça équivaut à dire que X égale à 60. Donc je peux faire aisément mon tableau de signes. Ici on a X, on a G' de X, on a 0, on a 60. Donc c'est X moins 60 est un polynôme du premier degré. Donc à gauche c'est le signe, comment? Le signe contraire de A, et à droite le signe de A. Donc, à gauche, moins, à droite, plus. C'est bon, donc c'est négatif, positif. Donc, si, bon, comme on dit sommaire, je vais mettre les deux tableaux ensemble, variation et puis signe, pour ne pas perdre trop le temps. Et si je mets quoi? J'ai des X. Donc, ça descend, et voilà. Bien. La limite de notre fonction G en 0, c'est plus l'infini, hein, en 0. Parce que la limite de 1 sur x en 0, c'est plus l'infini. La limite de 150 x, c'est plus infini. Donc ici, c'est plus infini. Là, c'était quoi? Plus infini, non? En plus infini, là, on a 0 et on a plus infini ici. Maintenant, ici, il faut calculer quoi? G de 60. Donc, vous remplacez dans cette expression-là, les x par 60. Vous divisez d'abord 540 000 par 60, plus 150 fois 60. Le résultat, ça doit vous donner environ 18 000. Mais vous vérifiez quand même. Donc, voilà. Donc, ici, on a 18 000. Donc, G de 60, ça fait 18 000. Ça, c'était quelle question? Oui, numéro 2. Après, on disait quoi?
C'était seulement l'étude sommaire ou on demandait autre chose en dehors de l'étude sommaire? Seulement l'étude sommaire. Et 3. On déduit la quantité optimale à commander pour chaque période de gestion de ce stock. Voilà. On déduit la quantité optimale à commander. Donc ici, généralement, ce que les étudiants font, ils étudient la fonction et puis ils veulent encore aller chercher les formules dans le cours. Non. Ici, quand tu as eu à étudier une fonction comme ça, tu n'as plus besoin d'aller chercher les NE qu'on vous a donné dans le cours. Tu fais l'interprétation. Parce que, vous voyez, il y a un minimum ici. Ouais. Le coût de gestion minimale, c'est quoi? C'est 18 000. Mais c'est pas ça qu'on nous demande. On dit la quantité. Donc c'est le X. C'est la valeur pour laquelle le minimum est atteint. Là, c'est cette valeur qu'on recherche. Donc en réalité, la quantité, voilà, optimale ici, c'est 60. Vous n'avez pas besoin d'aller utiliser les formules dans ce cas. Si vous ne faites pas ce type d'exercice, après, bon, vous perdez dans l'exercice. Quand on associe gestion de stock et étude de fonction, généralement, on se base sur le tableau de variation pour répondre aux questions. Oui, on s'embrouille plus en fait à ce niveau. C'est bon? On s'arrête là, on devait terminer l'interprétation plus tard, ou bien on termine en même temps. Il est venu un tiers. J'ai eu de prendre trop de votre temps. Est-ce qu'on aura le temps? Comment? Non, il reste pas grand chose. Il reste pas grand chose. Bon, on va. Donc ici, ça c'est la troisième question. Si vous voulez, je vais dicter. Troisième question, si vous voulez, je vais dicter. Reprenez la question, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande de faire quoi au niveau de la troisième question? La quantité optimale à commander pour chaque période de gestion de ce stock. On va dire, d'après le tableau de variation, la quantité optimale à commander pour chaque période est X0 égale à 60 unités. Et le coût total de gestion de stock est G de X0 égale à quoi? 18 000. Parce qu'il y a un minimum, on voit bien l'existence du minimum ici. Et 4, la question qui suit. Tu veux noter? Ok, donc on y va. D'après le tableau de variation, la quantité optimale à commander pour chaque période est X0 égale à 60 unités. Et le coût total de gestion est G de X0 égale à 18 000. Ici, mais on demandé le coût total de gestion ou pas? C'est seulement la quantité. À commander, ok. Si j'avais demandé le coût, voilà, de gestion le coût optimal de gestion des stocks, c'est 18 000. La quantité optimale, c'est quoi? Voilà. Le coût optimal. Oui, optimal. Donc, si vous voulez, c'est-à-dire ce qu'on nous demandait ici, c'était quoi le QE, non? La quantité optimale, c'est ça qui est la quantité économique. C'est ça qui est QE. Ici, QE égale à quoi? X0 qui est égal à 60 unités dans cet exercice. Ensuite, si on nous demandait YE, si on nous demandait le coût optimal de gestion, c'est-à-dire YE, c'est-à-dire que notre YE là, ça va être égal à quoi? G de quoi? X0 qui est égal à quoi? 18 000 francs. C'est que vous devez retenir. Quand vous avez étudié la fonction coût total de gestion là, la valeur que vous trouvez ici, c'est la quantité économique. Vous comprenez? Et la valeur que vous trouvez ici, ça sera quoi? Le coût optimal de gestion. C'est-à-dire la quantité économique aussi peut s'appeler la quantité optimale. Dans cet exercice-là, comment on l'appelle? Voilà, la quantité optimale.
optimale. Donc, si vous entendez quantité optimale quelque part, on vous parle de la même chose, de la quantité économique. C'est de la même chose qu'on parle ici. Donc ici, à travers le tableau, on a pu trouver quoi? QE et puis YE. Donc on n'avait pas besoin d'aller utiliser encore les formules que vous connaissez. Si tu utilises les formules que tu connais, tu vas trouver la même chose. Vous pouvez vérifier. Vérifiez les formules. Qu'est-ce qui manquait? Vérifiez les formules. Vous allez voir qu'on va trouver la même chose. Donnez-moi la formule de QE. Je vais mettre ça en rouge. Deux quoi? 2D CL sur CS θ. CL sort θ. Calculez. Utilisez la formule pour calculer, vous allez voir. Ça, c'est une autre méthode. Oui, mais c'est ça qui est la méthode scientifique. Mais tu as déjà le résultat, ça sert à rien d'aller faire un peu notre calcul. Je ne sais pas si je comprends. Et cette méthode, c'est lorsque on parle d'études de fonctions dans la gestion des stocks. Oui, ça donne. Oui, tu as trouvé les mêmes façons. Donc, quand toi, tu as ça, et puis tu t'en encore prendre les formules pour calculer le correcteur, c'est que bon, en fait, tu utilises seulement les formules, mais tu ne les raisonnes pas. C'est-à-dire que le tableau de variation que tu as là, c'est même pas l'interprété, c'est ce que ça veut dire, c'est l'information que tu donnes au correcteur. Je ne sais pas s'ils me comprennent, hein. Sinon, la personne qui allait calculer, tu vas trouver le même résultat. C'est bon? Voilà. Mais à partir de là, tu peux déduire, tu peux savoir que la valeur qui est ici, c'est quoi? C'est la quantité économique. Et la valeur qui est ici, c'est quoi? C'est pas une quantité, c'est un coût. Voilà, ou encore le coût optimal de gestion, qui se trouve au niveau du minimum là. Et puis la valeur qui nous permet d'atteindre le minimum, c'est la quantité économique. Donc ce sont des informations que vous devez avoir. Donc vous voyez, tout à l'heure ici, en parlant de quoi? En parlant de quantité économique, n'ont pas utilisé le terme QE, ou bien n'ont pas utilisé l'expression quantité économique. Ils ont dit quoi? La quantité optimale. Non. Optimal, oui, ça peut être mais dans ce chapitre-là, ça désigne la quantité. Voilà. Si on veut minimiser le coût de gestion. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. On veut minimiser. Donc, l'objectif ici, c'est de minimiser le coût de gestion. Je vais en poser mes marchandises quelque part, mais le coût pour gérer tout ça, là, je ne vais pas payer plus. Plus tu payes plus, ça va réduire ta marge de bénéfice normalement. Donc tu veux payer moins. Donc l'objectif c'est de minimiser le coût de gestion du stock. C'est bon? Voilà. Donc dans ce test, quand on parle de optimal, tu peux arrêter. Comme on dit, on nous demande d'exprimer ça en jours. On nous demande d'exprimer en jours. Donc on va prendre l'état en quoi? En jours. On va prendre 300 au lieu de 12. Par rapport à la question, on nous demande de l'exprimer en jours. Donc 300 sur 50. Ça fait 6 jours. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il reste deux modèles à voir, hein, avec tarif dégressif. Et puis,